Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Et pour cette troisième saison, qui a d'ailleurs déjà commencé la semaine dernière, aujourd'hui j'accueille Oussama Ammar, qu'on va essayer de découvrir davantage, même si dans le monde entrepreneurial on ne le présente plus. Oussama, bonjour, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Donc, je suis Oussama Ammar, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant et en ce moment, je fais 3 choses principalement. Je conseille des entrepreneurs sur leur business, levée de fonds et scalabilité. Pas mal de contenu en ligne d'éducation dans l'entrepreneuriat parce que ça reste mon hobby favori. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est vraiment un hobby, hein. Je monétise assez peu mon audience en ligne. Et puis, je travaille sur un concept qui s'appelle les Gloops, qui a été annoncé avant-hier, qui est une série d'animations pensées et nées sur les réseaux sociaux, de petits personnages qui ne parlent pas, qui ne savent dire que gloops, qui est le seul mot. Ils ont inventé un langage autour d'un mot, gloops. Et c'est du comique de situation sur les réseaux sociaux, et ça a pour vocation de créer une IP, une propriété intellectuelle qu'on pourra, si ça marche et si les gens adhèrent à nos petits personnages, déployer, dépliquer, amener dans des films, dans des partenariats, dans des collaborations, etc. Génial. Ce que j'entends dans tout ce que tu viens de dire, bah déjà super projet, mais c'est si ça marche. On se doute qu'aujourd'hui tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Comment justement on peut arriver quand même à se dire si ça marche? On n'est jamais sûr, malgré l'expérience qu'on a aujourd'hui, qu'un projet va fonctionner? Ouais, d'ailleurs, plus on a de l'expérience, plus on sait que ça ne marche jamais. Je veux dire, la norme dans l'entrepreneuriat, c'est que ça marche pas. Si à notre premier test, à notre première variation, on fait une IP qui fonctionne et qui décolle sans aucune itération, etc., ça s'appelle un miracle. En général, tu te confrontes au réel, tu obtiens du feedback du réel et après, tu essaies d'améliorer le plus vite possible le temps que tu peux survivre pour essayer de fitter avec la réalité avant de mourir, quoi. Mais cette vision, on a une idée, c'est la bonne idée et elle marche. Oh, ça arrive, hein, de temps en temps. Il y a des gens, ils ont de la chance, hein, mais c'est quand même, de mon expérience, c'est quand même extrêmement rare. Ouais. Puis c'est surtout dans les échecs et les obstacles en général qu'on se nourrit. Donc si là ça marche pas pour cette première version, ce premier lancement entre guillemets, je me doute que tu vas réessayer de voir ce qui n'a pas fonctionné et de faire en sorte de rajouter d'autres ingrédients. Ouais, alors cette idée, c'est dans les échecs qu'on se nourrit. J'en parlais récemment avec quelqu'un, je lui disais qu'il y avait cette philosophie qu'on apprenait de ces échecs. Je suis convaincu de plus en plus en vieillissant qu'on n'apprend rien de ces échecs. C'est juste qu'on apprend de ses succès, mais les échecs nous forcent à réessayer, en fait. La seule chose que l'échec nous apprend pour de vrai, c'est que c'est temporaire, que c'est jamais final. Et en fait, succès, échec, c'est des illusions. C'est juste qu'il y a des moments, les choses fonctionnent, et il y a des moments, les choses ne fonctionnent pas. Et le passage de l'un à l'autre n'est qu'une question d'itération et de volonté. Et donc, en fait, quand on vit un échec et qu'on le vit comme une note finale, c'est que finalement, on n'a pas compris que la vie, c'était un truc continu. Donc, mais le problème, c'est que souvent, on fait plusieurs fois dans la vie les mêmes erreurs avant de comprendre, hein. Cette idée, genre, j'ai fait un échec, j'ai compris. Non, non. En général, si on fait l'échec, c'est qu'on a quelque chose de profond en nous qui nous amène à le faire. Et c'est normal de faire plusieurs fois la même erreur. Hyper intéressant et je suis pas forcément d'accord avec toi, mais voilà, on a le droit d'avoir des avis différents. Mais du coup, question par rapport à ce que tu dis, si demain tu lances à chaque fois un projet et que ça cartonne, ça fonctionne, à quel moment t'apprends? À quel moment justement t'arrives à te canaliser? Parce que si ça fonctionne, voilà, tu Les vas... succès apprennent beaucoup plus que les échecs. Les succès, souvent, ce que les gens comprennent pas, et c'est parce que le succès est rare, hein, il y a une bonne raison pour laquelle les gens en doutent, hein, c'est que on peut passer une vie entière sans jamais avoir de succès, hein. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas l'information qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'information. Et souvent, quand on a des succès, on apprend des choses invisibles, inexplicables, mais qui sont profondément imprimées dans notre inconscient. Je vais donner un exemple tout bête. Euh, Au Japon, en général, les maîtres sushi mettent entre 3 et 5 ans à apprendre à faire du riz. Et donc, pendant 3 à 5 ans, tous les jours, plusieurs fois par jour, ils remplissent une marmite d'eau, mettent du sel dedans,
Ils mettent du riz, ils le font cuire. Le maître vient, goûte et dit c'est bon, c'est pas bon. Et il y a un documentaire que tu peux voir qui s'appelle Jiro Dream of Sushi qui montre ce process où Jiro tous les jours goûte le riz et dit à son élève ça va pas, c'est pas bon. Et en général, il faut 3 à 5 ans à faire le riz. Pendant ces 3 à 5 ans, il n'y a aucune instruction qui est donnée. Le maître ne dit jamais attends, là il y avait trop de sel, là il y avait trop d'eau. Non, il dit juste c'est pas bon. Et donc, l'élève va reprendre et reprendre et reprendre et reprendre. Un jour, il va faire du riz et le maître va goûter et va dire ah, ce riz est réussi. Et parce que le type dans le documentaire explique, c'est qu'à partir du moment où le type fait une fois du bon riz, plus jamais il rate son riz pratiquement. Très rarement il rate son riz. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il a compris ce qu'était le bon riz, il peut pas l'expliquer à quelqu'un d'autre, mais il a dans son ADN imprimé quelque chose d'assez invisible qui lui permet maintenant de refaire. Par exemple, moi, la dernière fois, on m'envoie une vidéo de moi, on me dit cette vidéo a fait 0 vue, alors que je pensais que quand on faisait une vidéo avec toi, on faisait plein de vues. Et j'ai dit au type, bah vas-y, change le titre, puis tu verras ce qui se passera. Et je lui ai écrit un nouveau titre. Et, euh, et il passe à 100 000 vues immédiatement. Et, et il me dit, mais attends, mais je comprends pas comment t'as su. Et en fait, je savais pas lui expliquer comment j'ai su. C'est juste, je l'ai fait tellement de fois, j'ai écrit tellement de titres, que bah, j'ai ce fameux truc qu'on appelle l'instinct, qui est inexplicable. Et d'ailleurs, le grand drame de l'époque, et j'en suis en partie responsable, hein, je tiens une très très forte responsabilité sur ce sujet-là, c'est qu'énormément de gens pensent que tout s'apprend de façon explicite. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent de façon explicite. Mes vidéos, elles sont normalement là pour donner de la motivation, de l'envie, la croyance que c'est possible, parce que c'est déjà 90% du travail. Mais les 10% restants ne peuvent provenir que de l'expérience et que justement de refaire du riz. Et il y a des gens, ils font du riz, ils mettent 3 ans à faire du bon riz, il y a des gens, ils mettent 10 ans à faire du bon riz. On n'est pas égaux en talent. Le talent entrepreneurial, c'est une réalité. Mais avec suffisamment de temps et suffisamment de longueur, on finit tous par comprendre. Et on a du mal à expliquer une fois qu'on a compris. Et donc, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a une partie des choses qui sont inexplicables, qui ne sont pas entendables, qui ne sont pas faciles à rendre compte et qui pourtant sont réels. Et c'est ça qu'en fait, c'est là où les succès t'apprennent des choses. C'est que souvent les succès t'apprennent. Alors d'ailleurs, by the way, c'est pour ça que les succès sont aussi dangereux, parce que les succès t'apprennent tellement fort que des fois tu oublies que le monde a changé. On peut appeler ça l'effet Depardieu. Depardieu, il a compris très jeune qu'en étant grossier, extrêmement extraverti, plus grand que la vie, toutes les portes s'ouvriraient à lui. D'ailleurs, je pense qu'il a compris ce secret très jeune, et puis il a joué de ce secret toute sa vie. Mais c'est juste qu'il n'a pas perçu que le monde a changé. Et en fait, d'un seul coup, ce qui avant était célébré est devenu une parjure. Et pourquoi ? Parce que son logiciel du secret est lié son logiciel du succès est lié à ça, est lié à son attitude outrancière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'observation. Il faut faire très attention à l'impact et l'effet des choses qu'on fait, parce que il faut se rendre compte des fois que quelque chose qui a marché dans le passé ne marchera pas dans le futur. Hyper instructif ce que tu dis. Donc, selon toi, si je résume, tu me dis si tu es à peu près d'accord. Pendant 3 à 5 ans, en fait, on lance un business. L'analogie avec le riz. On n'écoute pas forcément des avis, des gens qui vont nous donner des conseils. C'est à nous-mêmes justement de savoir pourquoi ça a pas fonctionné. Et tu prends l'exemple du coup avec Depardieu. Donc c'est aussi savoir s'adapter. C'est-à-dire que quelque part, tu prends pas les conseils des gens, mais là, si on prend justement l'évolution avec l'intelligence artificielle, et on va y revenir quand on va retracer ton parcours entrepreneurial dans une des premières fois. Mais du coup, ça veut aussi dire, bah voilà, j'ai une idée, mais pendant 10 ans, ça n'a pas marché parce qu'en fait, j'ai pas su m'adapter au marché. C'est un peu ça que tu veux nous expliquer ? Exactement. Hyper intéressant. Et du coup, on va essayer de retracer un peu ton parcours entrepreneurial sous forme de première fois, qui est assez riche. C'est la première fois à 16 ans que tu as monté un business. Donc c'était il y a un peu plus de 20 ans maintenant. C'était dans le e-commerce. Comment c'est venu ?
C'était quoi l'idée? Est-ce que justement à l'époque, il y a plus de 20 ans, c'était pas aussi démocratisé que maintenant, mais tu avais déjà un peu ce côté entrepreneur, tu savais que c'était de l'entrepreneuriat? Parle-nous-en un peu plus. C'est vrai que moi, ma première fois, elle est un peu marrante. Alors, moi, j'ai deux premières fois entrepreneuriales. J'ai une première fois de 12-13 ans, j'ai vendu un site internet un peu par hasard et on m'a donné de l'argent et donc ça m'a dépucelé sur le fait que il fallait pas souffrir pour gagner sa vie. Moi, j'ai une mère qui travaillait très dur, se levait le matin, elle faisait le ménage, et donc on me disait toujours, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et travailler dur, c'est la souffrance. Travail en latin, c'est la torture. Travailler. Et donc, il y avait cette idée profondément ancrée en moi et c'est un peu comme si on m'avait sorti de la matrice. On m'avait montré un cheat code en disant non, 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 on fait croire à tout le monde que le travail c'est dur, mais il y a des gens, ils ont le droit de kiffer leur travail, ils ont le droit de s'amuser et d'être payés 10 fois plus que les gens qui souffrent. Parce que souffrir, ça a pas de valeur, mais kiffer, ça a beaucoup de valeur, parce qu'en général, les gens qui kiffent, ils ont une compétence rare et donc c'est eux les princes de la ville. Et donc, si tu as envie d'être un prince, sois juste intelligent, mets ton cerveau à profit et tu gagneras plein d'argent. Et donc ça, c'est ma première réalisation profonde. D'ailleurs, merci à Jean-Marie Beck, qui est le type qui m'a donné mon premier argent ever. Puis, quelques années plus tard, j'ai cru, moi, que le business, c'était le service. C'est-à-dire, il y a un type qui a un besoin, il a besoin d'un site internet, on parle avec lui, on refait le site internet, c'est le truc et on recommence à zéro. Et puis un jour, je parle avec un ami qui me dit: «Non, non, 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 tu comprends rien, aujourd'hui, tu es une prostituée, il faut que tu deviennes une porn star». Je dis: «Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte lui?» Il me dit: «Bah, tu vois, la prostituée, c'est un client à la fois et elle recommence à zéro. La porn star, c'est elle fait une fois et des millions de gens voient ce qu'elle a fait. C'est la différence entre un service et un produit». Et cette image, elle m'est restée en tête, je l'ai jamais oubliée. Et je me suis dit: «Mais attends, en fait, moi aussi, je veux être une porn star». Et donc là, j'ai commencé à réfléchir: «OK, qu'est-ce que je peux vendre qui me demande pas d'effort?» Et il s'avère que j'ai grandi à Tours et que Tours est rempli d'antiquaires. Et j'ai commencé à prendre des photos d'antiquaires et les mettre en ligne et de les vendre, les antiquités. Et en fait, en faisant ça, j'ai compris que le travail pouvait être différent. On pouvait travailler beaucoup plus que par le service au début, parce qu'on a des emmerdes, on a des trucs à faire, et cetera. Mais avec le temps, ça s'équilibre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on met une majorité de l'effort au début, et après, il y a plus de, ça tourne tout seul, ça tourne pendant qu'on dort. Pendant que je dormais, il y avait des antiquités qui se vendaient. Et ça, c'était ma deuxième réalisation, c'est que il était possible de créer des systèmes qui tournent par eux-mêmes, qui sont capables de résoudre leurs propres problèmes, qui sont capables d'être résilients et de faire gagner de l'argent tout seul. Et ça a été ma deuxième grande réalisation. Et la combinaison des deux m'a permis toute ma vie de pouvoir mettre un pied dans un monde et dans l'autre quand j'en avais besoin. Savoir faire du service comme Better Call Us quand j'ai besoin d'argent à court terme, savoir faire des produits comme Gloops quand j'ai le temps et que je peux réfléchir à long terme. Ok. Quand on démarre justement dans la vie avec ces croyances-là, qu'elles soient inculquées par nos parents, par les professeurs qui nous disent faut travailler dur pour réussir, soit un bon cadre pour justement avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est difficile après de sortir de cette croyance-là. Toi, j'ai l'impression que ça a été plutôt une opportunité, tu as su la saisir, puis après il y a eu un espèce de comme tu dis, le terme que tu as employé, dépucelage, mais je pense un déclic aussi profond qui t'a dit, bah ok, maintenant je peux gagner 10 fois plus en faisant quelque chose et en faisant en sorte que ça me rapporte beaucoup plus qu'un salaire classique. Comment, par rapport aux gens qui nous écoutent, qui sont déjà entrepreneurs ou qui veulent le devenir, et je pense que c'est pas parce qu'on est déjà entrepreneur qu'on n'a pas de croyances limitantes, bien au contraire, comment justement on essaie de s'éduquer à ce niveau-là? On entend des personnes qui ont réussi, on attend des personnes qui justement peuvent gagner 7-8 fois notre salaire. Comment on essaye de sortir un peu de ces croyances limitantes quand elles sont un petit peu trop ancrées en nous, quelque part? Je pense que la meilleure façon de lutter contre ces croyances limitantes, c'est de se forcer à créer un tout petit mécanisme d'hypnose dans sa tête, tout bête. C'est que dès qu'on croit quelque chose, par bénéfice du doute, on teste l'inverse pour voir si on avait raison. Et on le fait d'autant plus qu'on n'y croit pas. L'erreur que font les gens dans leur vie, c'est de faire confiance à leurs pensées. C'est de se dire: «Je crois à quelque chose, donc je le fais»,
Je ne crois pas à quelque chose, donc je ne le fais pas. Or, Donc quelque part, faut essayer de faire comme les enfants, parce que les enfants, tu leur dis un truc, ils font l'inverse. ouais, les enfants rebelles font ça. Il y a aussi des enfants sages qui font ce que tu leur dis. Ça donne souvent les entrepreneurs l'autre. Et donc, en fait, le point le plus important, c'est toujours de se dire, et moi, cette leçon, je l'ai pris à très grosse échelle. J'ai dîné avec Red Hastings il y a quelques années, le CEO de Netflix. Et je lui dis, ah, c'est quand même incroyable, cette stratégie de créer des films et tout. Et il me dit, oh, ouais, tu sais, moi, j'y croyais pas du tout. Je dis, quoi? Et il me dit, ouais, ouais, c'est un mec dans mon équipe qui m'a pitché ça. Euh, et, euh, et il me dit, c'est un mec qui m'a pitché ça, mais j'y croyais pas. Et puis, à un moment, je me suis dit, s'il a raison, on va gagner beaucoup. S'il a tort, on va juste perdre un peu. Et donc, on a mis 2 milliards pour voir. Énorme, juste pour tester. Ouais. Et je lui dis, mais c'est beaucoup d'argent. Il me dit, bah non, à l'époque, on valait, je sais plus, 150 milliards. On met quelques pourcents pour voir, et si ça change, ça va valoir beaucoup. Bon, c'était raisonnable comme décision. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Hyper intéressant, tous ces exemples. On avance avec toi avec une nouvelle première fois. C'est la première fois que tu as découvert que tu étais un bon orateur, ou alors que tu le savais peut-être pas, mais qu'on t'a dit que tu l'étais. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors moi, ça a été diffus parce qu'en fait, j'étais un mauvais orateur qui est petit à petit devenu bon. Mais je me souviens la fois où j'ai vraiment fait une conf qui a vraiment retourné tout le monde. C'est une conf que j'ai fait au camping qui s'appelle Startup 01, qui a été sur YouTube pendant très longtemps, qui s'appelle Startup 01. Et cette conférence, vraiment, tout le monde m'en parlait. C'est ma première conférence YouTube qui a atteint les 100 000 vues. Et c'est là où je me suis dit, ah, bah, quand même, j'ai fini par développer. Mais j'ai commencé, faut pas croire que j'ai commencé avec beaucoup de talent sur ce sujet-là. La première fois que j'ai été parti à une conf, j'ai tellement stressé que je suis tombé dans les pommes sur scène. Donc, je suis parti de loin, quoi. Énorme, et c'est hyper intéressant pour les gens qui nous écoutent parce que tu as beaucoup de personnes qui ont des idées, ont des projets et qui ont peur aussi de s'exprimer. Comment on essaye justement de muscler un petit peu tout ça? Comment on fait pour passer outre cette partie-là? Je veux dire, tu es sur scène, il y a 10, 20 ou 100 personnes. Comment on fait pour captiver l'audience? Est-ce que ce charisme-là qu'on doit avoir, il se développe au fur et à mesure? Est-ce qu'on doit avoir des aptitudes innées ou pas du tout? Pas du tout. Je pense que c'est comme tout. Il suffit juste de le refaire et le refaire et le refaire. Autre grande leçon japonaise, c'est que la répétition crée la perfection. Practice makes you perfect. C'est quel que soit le domaine. Après, on est plus ou moins lent. Ça, la courbe de practice est pas la même pour tout le monde. Il y a des gens, ils progressent très vite. Mais si quelque chose, par exemple, moi, je me suis dit, parler en public, c'est très important pour moi. Bon, bah, quelle que soit ma courbe, je vais m'y mettre. Et les gens se rendent pas compte du travail, hein. À The Family, je faisais 2 conférences par jour, 5 jours par semaine. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Après, les gens, ils me voient sur scène, ils disent, ah, qu'est-ce qu'il est fort. Je dis, bah, heureusement. S'il y a, s'il y a 2 fois par jour, fois 200 jours par an, je finis pas par devenir fort et que je l'ai fait pendant 5 ou 6 ans de ma vie, bah, il vaut mieux arrêter, en fait. Au bout d'un moment, si tu refais quelque chose, de toute façon, les gens sont pas cons, mais si tu fais quelque chose pendant 2 ans et que tu progresses pas du tout, tu continues pas. Ah, j'aime bien ce que tu partages parce que ça veut dire que c'est vraiment la répétition. Bon, à force de donner tous ces exemples entre le riz et puis justement la répétition et un peu l'expérience japonaise, on va finir par tous aller au Japon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ça. Il faut en tout cas travailler, persévérer. Et je pense qu'entre ta première conférence ou les 10 premières et les 300, les 500, les 2000 suivantes, il y a une grosse différence. Et puis après aussi, je pense qu'aussi, il faut aimer ça. Il faut kiffer. Je pense que t'aimes partager, t'aimes transmettre aux autres. Ah ouais, bien sûr, ça c'est stylé. Je me doute bien. Une autre de tes premières fois, c'est la première fois que tu as découvert l'IA, l'intelligence artificielle, qui n'existait pas il y a justement quelques années avant que tu découvres un petit peu l'entrepreneuriat, que tu fasses tes premières armes. À quel point ça a changé ta vision d'entrepreneur et justement ton business ou tes business actuels? Alors l'IA, ça fait très 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 longtemps que je suis confronté, moi, et ça fait longtemps que je me dis cette année c'est la révolution IA et il y a rien qui se passe. Donc j'ai connu plein de d'hivers nucléaires de l'IA, 2008, 2010, 2013, 2015, 2016. Et j'avoue que j'étais content avec la sortie de ChatGPT parce que je me suis dit ah enfin, ce que je répète depuis des années va enfin devenir réel. Et puis bon là à nouveau un plateau et puis on va avancer, mais c'est évident que c'est inexorable.
Voilà. J'ai fait une vidéo avec un chercheur en AI safety qui m'a expliqué le plus sérieusement du monde, et c'est pas du tout un fou, que il était probable que 95% de l'humanité disparaisse dans les 5 ans qui viennent parce que les IA allaient devenir incontrôlables. Bon, je n'ai pas d'avis sur le sujet et je suis pas compétent pour savoir s'il a raison ou pas. Mais il y a 3 trucs avec l'IA qui sont assez amusants de mon point de vue. C'est que c'est d'abord la première technologie de l'histoire qui nous explique elle-même comment l'utiliser. Et ça c'est assez fou, hein. Il y a pas, si tu es confronté à, je sais pas, un four, tu peux pas dire au four, donne-moi une recette de gâteau et encore moins, explique-moi comment t'allumer. Là, tu peux parler à une IA et lui demander comment l'utiliser elle-même. C'est Ça, c'est vraiment, mais c'est d'une profondeur philosophique dont les gens ne perçoivent à peine les contours des conséquences. Parce qu'il y a la version positive de ça, c'est que n'importe qui peut utiliser les IA. La version négative de ça, c'est que les IA pourraient à un moment décider de nous manipuler dans leur propre usage. Ouais. Bah, surtout quand tu dis n'importe qui, parce que n'importe qui, c'est-à-dire une personne bienveillante, ok. Et si après l'IA comprend qu'il y a il y a des choses un petit peu malsaines là-dedans, ça peut se retourner contre nous. Un peu comme dans le film iRobot avec Will Smith notamment. Exactement. Ensuite, la deuxième puissance de l'IA qui est assez unique, c'est que c'est la première fois qu'on a un logiciel qui est universel. C'est-à-dire que c'est pas une fonction métier spécifique, ça a vocation à tout faire. Et donc, ça a vocation à remettre un peu en cause notre rapport au travail et notre rapport à l'utilité. Et ensuite, la dernière chose qui fait que l'IA est une technologie vraiment unique, c'est que même les gens qui les développent ne les comprennent pas. Et ça, c'est assez nouveau que ça nous dépasse. Et donc, il y a la version optimiste et la version pessimiste. Moi, mon point de vue, ce que j'ai dit au type, c'est que Et toi, t'es si, plutôt pour ou si c'est dans le... justement pas contre, mais je veux dire, Moi, je suis pour à 100. Moi, je pense que, d'abord, le fait que des gens intelligents comme ça se posent des questions, ça montre que l'humanité a quand même une capacité à ne pas s'autodétruire. C'est un peu comme avec le nucléaire. Le nucléaire, on a trouvé une façon de le réguler petit à petit, de le rendre sûr, etc. Bon, avec des conséquences, mais de toute façon, à partir du moment où une technologie est là, la faire disparaître, c'est pas possible, donc autant admettre. Deuxièmement, je suis personne pour sauver les gens, c'est-à-dire que euh, si les IA doivent tous nous tuer, c'est pas moi qui vais sauver qui que ce soit. Je, J'en ai ni les compétences, ni les moyens, ni les besoins. Et donc, de toute façon, je ne peux qu'être optimiste, parce qu'en fait, parier le pessimisme, c'est se mettre dans un mode où on peut rater cette révolution, alors qu'elle va être incroyable si elle est bénéfique. Et si tu fais l'arbre, c'est que si tu es pessimiste, t'es perdant-perdant. Si tu es optimiste, t'es gagnant-perdant. Parce que si tu es pessimiste, bah, les IA nous tuent tous, bah, tu meurs comme les optimistes. Et si tu es pessimiste et que les IA nous tuent pas, tu perds le passage à l'échelle. Par contre, si tu es optimiste et que les IA sont bienveillantes, bah, tu y gagnes beaucoup. Si tu es optimiste et que les IA nous tuent, bah, tu meurs comme tout le monde. T'as pas plus de pertes que les autres, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez fabuleux avec vivre cette transition, parce que c'est pas tous les jours qu'on vit des transitions de civilisation. Et vraiment, si l'IA est vraiment générale et une super intelligence apparaît dans les 4-5 ans qui viennent, si vraiment c'est pas de la science-fiction et que j'en ai aucune idée, hein, mais si l'hypothèse est vraie, on va tous assister à un changement civilisationnel. C'est incroyable. C'est c'est l'invention de l'écriture, c'est l'invention de la monnaie. C'est des choses, ça arrive tous les 10 000 ans. et on sera aux premières loges pour le voir, bon, en espérant que ça se retourne pas Ouais. contre nous, effectivement. Mais sans parler, sans aller jusque-là, en disant que l'IA va se retourner contre nous, si on prend justement l'intelligence artificielle au quotidien pour les entrepreneurs qui l'utilisent, que ce soit pour envoyer des messages de prospection automatisés ou écrire ses posts LinkedIn ou toutes choses qui sont un peu automatiques, est-ce que ça, tu trouves que c'est une bonne chose ou au contraire que ça perd un petit peu de son authenticité dont on parle souvent sur les réseaux? Non, c'est génial, c'est génial. En fait, on s'en fout de l'authenticité. Moi, ce que je vois, c'est que l'IA, ça permet à des gens qui, avant, étaient incapables d'écrire, sont maintenant capables d'écrire et de dire ce qu'ils pensent. Et ça a plus de valeur que le pauvre type qui est moins authentique. Bon, bien sûr que après, tout le monde, ça ressemble, on aura l'impression que tout le monde écrit la même chose, et la forme fera moins la différence.
toute façon, les gens qui voudront être authentiques sortiront d'autant plus facilement du lot. Parce qu'il y a une époque où tout le monde écrira avec une IA, les rares gens qui écriront bien sans IA, ça se verra tout de suite. Un peu comme les artisans, etc. Mais pour tous les autres, c'est quand même un gain extraordinaire d'accès à leurs pensées. Il y a plein de gens qui méritent de s'exprimer et qui n'ont pas les outils pour s'exprimer. Rien que la capacité qu'on va avoir à comprendre des gens qui parlent d'autres langues, ça va être fou. Tu peux maintenant imaginer un débat avec 5 personnes autour d'une table qui parlent 5 langues différentes et de l'écouter dans une seule langue unifiée. Ouais, ça c'est assez puissant et l'évolution elle est belle à ce niveau-là parce qu'avant justement tu galérais pour te faire comprendre et là tu as cette possibilité de le faire. Hyper intéressant. Tu parles souvent dans tes podcasts, dans tes interviews. Excuse-moi, ça me fait penser à un truc. Tu vois, par exemple, la langue est un véritable nivellement. Si tu es dans une réunion où il y a 5 personnes et que la personne la plus intelligente de la réunion est celle qui parle le moins bien anglais, tu ne sauras jamais que c'est elle la plus intelligente. Bien vrai. Et ça, l'IA... Et l'IA peut permettre justement... Ouais. Ça remet à égalité les choses, quoi. Ok, hyper intéressant. Dans tes podcasts, dans les interviews que tu fais régulièrement, tu parles souvent de scalabilité. Donc, on va essayer de parler de la première fois que tu as découvert l'importance de la scalabilité dans un business. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, tous les business sont scalables? Alors, tous les business ne sont pas scalables. Tous les business ont une partie de leur business qui peut être scalable. Et moi, la première fois que j'ai compris la scalabilité, c'est en vivant en Californie. Quand j'ai vu ces software business qui étaient capables d'opérer à très, 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 très forte marge. C'est un peu le côté pornstar que tu décrivais tout à l'heure. Ouais, mais en stéroïdes. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, t'as plus de friction dans le monde réel. Et c'est pour ça que c'est un concept qu'on dit paradigmatique, c'est-à-dire qui change le réel, qui change la façon dont on pense un business. La scalabilité, c'est pas simplement une feature d'un business, c'est une nature d'un business. Ça change l'âme du business d'être scalable. Et c'est plutôt positif, il faut se concentrer sur ça quand on est entrepreneur, qu'on veut démarrer, ou au contraire avoir ses petits clients à gauche et à droite, et puis vivre de son activité tranquille. Tu vas me dire c'est propre à chacun et ça dépend aussi de ses motivations et de ce qu'on veut dans la vie. Je vais même te le dire d'une façon différente. Le grand problème et le grand malheur de l'humanité, c'est qu'il y a trop de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On passe notre temps à réfléchir à quoi et jamais au désir. Or, le désir, c'est le muscle plus important que l'intelligence, plus important que tout. Le désir, c'est ce qui donne aux gens le moteur de l'action. Sans désir, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de télème. Et pourtant, à aucun moment dans notre éducation, à aucun moment à l'école, on apprend à désirer des choses. On comprend pas que le désir, c'est comme un muscle. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont perdus, parce que le quoi est infini à partir du moment où le désir n'est pas fini. Si on veut tout, on peut tout, et si on peut tout, on fait rien. Et heureux sont les gens qui ont des vocations, des choses, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une vocation? C'est simplement quelqu'un qui concentre toute son attention et tous ses efforts sur peu de choses, et donc forcément, son résultat est beaucoup plus incroyable, parce que il a beaucoup moins de ressources perdues et beaucoup plus de concentration. Ouais. Et ce que tu dis, ça m'amène à une question justement par rapport à une vidéo que j'avais vue où tu disais si votre unique but dans la vie c'est de gagner de l'argent, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc c'est de ça dont tu parles, le désir, trouver le bon moteur. Exactement. Et le moteur de l'argent est malheureusement un moteur trop. Si tu n'as que l'argent comme moteur, tu peux tout faire et t'arrives pas à trouver quoi faire en fait. Et un petit jeune qui vient te voir, il a 16 ans comme toi à l'époque où tu as démarré, ou 12-13 ans. Il dit « Salut Oussama, j'ai envie d'être millionnaire ». Ok, c'est cool, il est ambitieux, mais qu'est-ce que tu retiens dans cette phrase? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'il a pas compris le jeu. En fait, être millionnaire, c'est pas une volonté, c'est une conséquence. Par exemple, je préférais qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent comment être plus intelligent. Quand même, plus grande corrélation entre l'intelligence et la capacité à gagner de l'argent. Oui. C'est comme ça que tu vas comprendre comment faire ton million. Ouais, exactement. Et en fait, les gens se trompent souvent de jeu. Et comment savoir du coup si on est dans la bonne partie, si on est au bon niveau? C'est l'expérience qui fait la différence? Ouais, et puis surtout, il y a un sujet tout bête, hein, qui est est-ce que tu es en train de faire produit du résultat ou pas? Normalement, les gens qui sont obsédés par juste gagner de l'argent, qui font des coups après des coups, ils finissent par se rendre compte que ça paye pas à long terme. Et justement, ça m'amène aussi à une autre question par rapport à ce que j'avais pu voir dans une précédente vidéo. Tu dis que si on est obstiné, donc on voit pas les résultats, on continue de travailler, ça peut saboter notre business. Pourquoi du coup, selon toi?
Bah parce que si on ne si on ne voit pas son business, si à un moment on a l'impression que ce qui est le plus important dans son business, c'est ce qu'on fait, en dehors de tout feedback du résultat, et que c'est juste une question d'obstination, on finit par confondre la détermination et l'obstination. Et lorsqu'on confond la détermination et l'obstination, on perd la ressource la plus rare qui est disponible sur Terre, le temps. Et en fait, un entrepreneur, plus qu'optimiser l'argent, il devrait optimiser le temps. Complètement. Donc s'informer, pas faire les mêmes erreurs, comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple du riz, toujours essayer d'évoluer, comprendre un petit peu le marché, s'adapter, pas faire la méthode de par Dieu, entre guillemets, sans juger l'homme ou le personnage. Ok, ok, ok. Hyper intéressant. Euh, Autre première fois, c'est donc chez The Family, vous accompagnez des entrepreneurs, il y a eu des levées de fonds, vous avez accompagné beaucoup, beaucoup de personnes, au-delà d'inspirer aussi des gens sur YouTube avec certaines de tes vidéos. C'est la première fois que tu as eu une levée de fonds qui t'a le plus marqué. Quelle est vraiment la levée de fonds qui t'a quand j'ai le plus marqué, soit aussi bien positivement que négativement entre guillemets. Je sais qu'il y en a eu pas mal. Comment tu l'as vécu? Moi, la levée de fonds qui m'a le plus marqué, c'est la première. C'est celle de TV Showtime, qui à l'époque avait levé 400 000 euros. Mhm. Et pour te dire, à l'époque, elle avait levé 400 000 euros et on avait organisé une fête où on avait invité les 100 entrepreneurs de The Family parce que c'était comme la première fois qu'un mec avait traversé la barrière des 10 secondes à la course. Pendant très longtemps, on pensait qu'au 100 mètres, c'était pas possible de faire en moins de 10 secondes. Puis il y a un mec qui bat le record et ensuite, dans les 6 mois, le record est battu 20 fois. Parce que à partir du moment où quelqu'un a montré que c'était possible, tout le monde y croit et tout le monde change d'attitude. Et cette levée de 400 000 euros, c'était la validation qu'on avait raison et que c'était possible. C'est énorme parce que ça veut aussi dire que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'être un leader pour soi, mais aussi un leader pour les autres quelque part. Bien sûr. Hyper puissant. Il y en a une autre qui t'a marqué aussi, hormis celle-ci, qui après du coup a été un déclencheur pour les autres. Bah après, j'avoue que les autres levées, non, pas vraiment. Après, c'est devenu très mécanique. Ouais, c'est Pour dire, compliqué. on a célébré la première et puis après, on n'en a plus jamais célébré d'autres. Après, ouais. Après, les levées, c'est quand même là. Alors, je sais que les gens rêvent beaucoup des levées de fonds, mais tu vois, nous, on a levé plus d'1,5 milliard pour nos startups en 10 ans. Ouais, ça nous faisait chier, quoi, en fait. C'était quand même l'aspect le moins intéressant de The Family, hein, de mon travail. D'abord, fallait parler aux invests, qui sont pas les gens les plus intéressants du monde. Passer ton temps à les rassurer parce que c'est des peureux de tout. Les invests, c'est un peu des peureux et des moutons. C'est vraiment l'alliance invest entrepreneur, elle est pas très intéressante. Il y a des invests qui sont des anciens entrepreneurs et qui eux sont au-dessus du lot, mais l'investisseur moyen qui vient du monde de la finance, qui a peur de tout, qui doute de tout et qui n'est intéressé de savoir que qui d'autre investit parce qu'il se dit ah si lui investit c'est que ça doit être intéressant. C'est quand même le pire du pire du pire. C'est les gens du statut, c'est les gens du signal, c'est tout ce qui fait chier en fait. Et tout ce qui est ouais, et tout ce qui explique que notre monde manque de panache, manque de conviction. En 10 ans à The Family, j'ai rencontré quand même très 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 peu d'investisseurs qui avaient des convictions. On peut dire ce qu'on veut, par exemple de Jean de la Roche-Brochard. Des fois, il est critiqué, on dit qu'il est arrogant et tout, mais c'était quand même un des rares investisseurs de la place qui avait de la conviction. Et donc, bon, c'est comme ça, quoi, en fait. Pareil, j'ai énormément d'admiration pour Bruno Raillard de First parce qu'il a de la conviction. C'est un type, quand tu lui parlais, il disait ce business, ça me plaît pas. Je disais, il te fait pas faire 15 rendez-vous avec 15 Excel pour à la fin te dire oui, en fait, je doute du marché. Pendant ces 10 ans chez The Family, donc la partie levée de fonds, c'était pas ce qui te plaisait le plus. C'est quoi justement qui t'animait? Je sais que tu aimes bien partager, transmettre aussi aux autres. Est-ce que c'était plutôt cette partie-là du coup? Non, c'était les entrepreneurs qui me plaisaient le plus. En fait, être à The Family est la meilleure façon d'être ami avec les meilleurs entrepreneurs du monde. Et les entrepreneurs, c'est une population à part, exceptionnelle. Et il y a rien de plus enthousiasmant que de fréquenter des entrepreneurs. Ouais, carrément. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de complexité dans la manière de penser justement l'entrepreneur. Ouais, et puis ils ont par définition pas une vie pépère, hein, tout simplement. Euh, Résultat, ça les rend sympathiques, quoi. Ça les rend
Ouais, tu vois, ça les rend complexes, intéressants. Ça crée plein d'effets intéressants. C'est la même chose avec les artistes, les hommes politiques. C'est-à-dire que c'est des positions où les gens font des choses de leur vie et ça change tout, en fait. Bah, il y a rien de plus excitant que l'action, en fait. Moi, je sais pas que j'aime pas les gens qui sont dans leur routine, mais la question, c'est les gens qui sont dans leur routine, est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce qu'ils sont mécaniques? Ou au contraire, voilà, tu décris parfaitement la définition de l'entrepreneur. Moi, j'ai des amis qui sont dans leur routine, ils le sont pour eux. La routine, c'est pour soi, c'est pour être heureux eux, ils s'en foutent de partager avec les autres. Et c'est fine, mais quand tu réfléchis toi de ton point de vue, c'est qui les gens intéressants à fréquenter, bah, ce sont les gens qui sont dans l'action. Parce que tu apprends beaucoup d'eux. Tu vois ce qu'ils font. Ouais, et puis c'est juste fun, enfin, c'est juste mieux, enfin, si tu vas à un dîner et qu'il y a un mec qui te raconte ses aventures, c'est toujours plus intéressant que s'il te raconte rien. Enfin, en fait, c'est assez terre à terre, en fait, les gens. Je pense que les gens cherchent des grandes explications, mais souvent, enfin, souvent, derrière toutes les grandes aventures, il y a une femme. Souvent, les histoires sont bêtes. Souvent, les gens font des trucs pour des petites raisons et ça devient des choses grandioses. Tout le monde dit que Mark Zuckerberg, il a créé Facebook pour draguer des meufs. C'est peut-être vrai. Hein, tu vois. T'as pas besoin d'avoir une motivation très pure pour faire des choses hors du commun. Faut juste avoir une raison, et cette raison, elle est plus ou moins intelligente, et puis petit à petit, tu construis autour. Et puis après, tu te passionnes, après, tu vois. Et puis une raison, comme tu dis, qui soit bien définie par un vrai moteur, pas celui que de l'argent, entre guillemets, et qu'on puisse avoir vraiment quelque chose de solide. Parce que si demain tu te Bah, c'est sûr que construis pas, ou en tout cas tu vas pas sur un projet avec les vraies ambitions, ça va se casser la gueule. t'as besoin, t'as besoin de fuel. Hmm. Mais le fuel, ce que je veux dire par là, c'est que le fuel n'est pas forcément positif. Par exemple, il y a une scène dans Billion, qui est une série qui raconte le quotidien d'un manager de hedge fund, qui est assez dingue, où il y a un personnage qui dit je ne veux pas être alimenté par la haine. Et t'as l'autre qui lui dit ah, c'est dommage parce que c'est un des carburants les moins chers et les plus énergétiques que l'humanité n'a jamais produit. Et en fait, oui, il n'y a pas que il y a pas que des choses positives. Quand on est alimenté par la haine, on se consume et on se détruit parce que c'est une énergie trop forte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, et d'ailleurs, encore une fois, si on revient à l'argent est important, l'argent est essentiel et tout ça, mais il n'est pas suffisant parce que il n'est pas assez fort en énergie, en fait. Il est trop abstrait. Si tu dis, ouais, je veux gagner 10 000 euros, bah, tu gagnes 10 000 euros et tu fais quoi après? Tu dis, ah merde, je veux 100. Et après, tu fais quoi? Il y a, il y a un sentiment d'aucune satiété par rapport à l'argent. C'est normal. Hmm. On n'a jamais assez d'argent. Ah, c'est vrai. Et ton fuel à toi, c'est quoi? C'est quoi qui drive Oussama au quotidien? Moi, ça a toujours été la gloire, toujours été de faire des choses dont les gens se souviennent. C'est très viking. J'aime bien cette idée que on parlera de toi, que t'es légendaire. Bon alors, je pense que je suis pas devenu légendaire de la façon dont j'aurais imaginé, mais bon, écoute, c'est un début. La vie est encore longue. Mais c'est de faire des choses qui marquent et tu vois, qui laissent leur trace, leur empreinte. J'adore cette transparence que tu as sur le fait de dire, moi je cherche quelque part la gloire. Bon, j'ai pas celle que je veux actuellement, mais comme tu dis, la route est encore longue. Mais c'est vachement fort de dire ça en fait. Je cherche à être reconnu, je cherche quelque chose, je cherche à marquer l'empreinte. J'imagine que tu as aussi envie qu'on parle de toi à ta mort, le plus tard possible, je te le souhaite. C'est un peu ça que tu as envie de marquer chez les gens, justement, avec... Surtout bien après, même. Moi, je trouve que le vrai game, c'est... Il y a une histoire que j'adore, qui est vraiment... que j'ai entendue quand j'avais 8 ans. Je m'en souviens très bien. Quand j'avais... Alors, pour la petite histoire, j'ai grandi à Tours, comme je te disais. Et ma mère travaillait beaucoup et elle avait pas d'argent pour payer des babysitters. Et donc, elle avait trouvé 3 techniques de babysitting très originales. Technique numéro 1, me déposer chez le coiffeur le matin et venir me chercher le soir vers 19h. Et je passais toute la journée dans le salon à parler avec tout le monde. Et le coiffeur, il adorait parce que les gens venaient que pour me parler tellement j'étais drôle. J'étais un gamin très drôle. J'étais en plus un gamin très joyeux. Donc, je mettais une super ambiance dans le salon de coiffure. Et j'étais un moulin à parole. C'est-à-dire que quand je commençais à parler, tu ne pouvais jamais m'arrêter. Amar, en hébreu, ça veut dire celui qui parle. Ça s'invente pas. Et c'est inscrit dans les étoiles. Et donc, elle me posait le matin. Et alors, comme elle se disait quand même, c'est pas une population, bon, le coiffeur, c'est bien, il parle, il se confronte et tout, mais
il faut quand même le nourrir un peu. L'alternative babysitting avec le coiffeur, c'était la bibliothèque. Donc la bibliothèque ouvrait à 9h, elle me déposait à 8h, j'attendais 1 heure tout seul devant la bibliothèque. La bibliothèque ouvrait, je rentrais et je me posais et je lisais des livres jusqu'à 19h où elle venait me chercher à la fermeture de la bibliothèque. C'était une forme de garderie, elle se disait: «C'est un lieu safe, de toute façon les pervers ne vont pas dans les bibliothèques, très bien là-bas». Et je lisais des livres. Et donc, tous les mercredis, en général, le coiffeur, c'était le samedi et la bibliothèque, c'était le mercredi. C'était 2 jours où j'avais pas école. Et le mercredi, à 16h, il y avait une tradition dans cette bibliothèque à Tours. Et d'ailleurs, je leur dis merci. Je sais pas si les gens qui travaillent dans cette bibliothèque un jour entendront l'épisode. Mais peut-être, qui sait, la magie de l'internet. Mais heu, tous les mercredis à 16h, il y avait un moment où il y avait une dame, elle lisait des livres à un club d'enfants. Alors moi, j'étais pas membre de ce club, mais bon, comme j'étais là tous les mercredis, de toute façon, tout le monde savait qui j'étais, ils m'accueillaient gentiment. Et un jour, elle a lu l'Iliade et elle a lu le passage avec Achille et elle a dit: «Voilà, Achille a été consulter sa mère», je crois, ou l'oracle ou je sais pas qui, je me souviens plus des détails. Et dans cette histoire, grosso modo, on dit à Achille: «Soit tu restes ici, tu pars pas à la guerre, tu vas pas à la guerre de Troie. Tu vas être heureux, tes enfants vont être heureux, ta femme va être incroyable, tu vas vivre une vie douce. Tes enfants te célébreront, tes petits-enfants, t'admireront et tes arrière-petits-enfants ne sauront plus qui tu es. Et ton nom sera oublié à jamais. Ou sinon, tu pars à la guerre, tu vas souffrir, tu vas en prendre plein la gueule, mais on célébrera ton histoire et un jour, Oussama Ammar la racontera sur scène». Ça, c'est la version twistée. Et en fait, en philosophie, c'est un truc, j'ai appris des années plus tard, qui s'appelle le dilemme d'Achille. Et le choix dans la vie entre la paix ou la gloire. Mais on peut pas avoir les 2. Et toi, t'as choisi la gloire. Et quand j'ai entendu ça à 8 ans, j'ai dit: «OK, je sais pourquoi je signe». C'est fort, 8 ans. Ah ouais, c'est énorme. C'est Non, mais vraiment, je me suis enco je me j'ai encore le souvenir du fauteuil, d'écouter, de cette nana assise en tailleur qui lisait ce livre à des gamins qui comprenaient rien. Et ouais, ça m'a marqué. Alors, évidemment, c'était une version pour enfants, hein, de l'Iliade. Je me doute. On arrive du coup, on a fait un peu le tour ensemble de certaines de tes premières fois et je te remercie beaucoup pour tes réponses. Je vais te poser quelques petites questions, si tu me le permets, pour qu'on te découvre un peu davantage à titre perso, si t'es OK. Première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le suivant. J'aime pas cette idée d'avoir un plat auquel je reviens. J'essaie de jamais trop manger la même chose. Bon, évidemment, des fois, je mange la même chose, mais je trouve que la cuisine, c'est comme la vie et c'est génial quand tu découvres de nouvelles choses. Et pareil pour la cuisine, c'est des choses que tu innoves à chaque fois? Tu fais pas toujours le même plat? Ouais, j'ai une règle, c'est de jamais cuisiner avec une recette et jamais cuisiner la même chose. Alors, il m'arrive de cuisiner la même chose sans m'en rendre compte. Quand t'es déprimé ou que t'as un petit peu un coup de mou, qu'est-ce que tu fais justement pour aller mieux? Je mange des glaces. Beaucoup? Ouais, j'adore les glaces. Je trouve que je sais pas, en général, quand je vais pas bien, je mange des glaces, ça va mieux. Vanille, fraîche, chocolat, pistache? Café pistache. Ah, tout ce que j'aime pas. C'est Mais mon ok, combo. on en sait plus sur tes goûts. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, c'est pas grave. Euh, J'espère bien qu'on est obligé. Est-ce que tout le monde est capable, selon toi, ou a les aptitudes pour pouvoir entreprendre? Juste, je vais essayer de ouais, je vais juste donner un peu de perspective sur la question d'avant. En fait, ma philosophie là-dessus, c'est que les moments de joie, c'est comme les Mhm. moments de déprime, c'est Ok. forcément temporaire. On n'a pas de contrôle. Des fois, les choses vont mal, et ben, on va mal, c'est tout. Et il faut apprendre à aller mal, heu, et ne pas Hmm. résister au mal, je pense. C'est pour ça que ma réponse peut paraître conne et Non, non, simple, je de dire: «Bah, comprends. non, il suffit pas de manger une glace». Bah si, en fait, il suffit de manger une glace parce que des fois, bah, le temps de manger la glace, le temps de manger 2 glaces ou 10 glaces, peu importe, et bah, c'est le temps qu'il faut pour que la chose passe. Et ne pas y résister et laisser l'émotion nous envahir, ça peut être des fois une façon simple, de passer à autre chose. Et c'est vrai que je bénis le ciel d'avoir un mental d'acier, d'avoir une forte clarté. Je pense que ça vient du fait que j'ai été confronté à la mort enfant et que ça donne de la perspective. Et dans la vie, je me dis que
toute façon, le but de la vie, c'est de vivre et tant qu'on peut vivre, et ben, on trouve des chemins. C'est pas forcément le chemin qu'on a imaginé, c'est pas forcément le chemin qu'on veut. J'aurais jamais imaginé, à 38 ans, devoir emprunter de l'argent d'amis pour payer des avocats contre mes frères de 10 ans, tu vois? Je Si je m'étais projeté enfant en me disant: «Ah, quelle que sera ma vie à 38 ans», j'imaginais que je serais déjà milliardaire et que j'aurais mon île privée, avec un bunker de méchants, tu vois? Mais bon, ça n'empêche, le chemin sur lequel tu es, n'est que le reflet de tes choix et n'est le reflet de tes décisions, et des fois tu prends les bonnes, des fois tu prends les mauvaises, et c'est quand même très, 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 très dur de prendre toujours les bonnes. Donc voilà, quand tu fais des choses, quand tu fais plein de choses, bah, il t'arrive de faire des mauvaises choses, il t'arrive de faire des bonnes choses. Mais au fond, c'est pas très grave, parce que ce qui compte, c'est d'avoir le droit de continuer à vivre. Complètement. Ce que j'aime bien dans ta réponse, c'est que tu dis bah, je mange des glaces. En fait, c'est une manière de pas subir et de pas se laisser emporter par l'émotion, comme tu l'as décrit, et aussi de passer à autre chose. Alors, ça veut pas dire se détruire. Si tu manges des glaces tous les jours, si tu t'abats sur tu t'apitoies pardon sur ton sort de tous les jours, forcément, ça va être compliqué. Mais non, tu passes à autre chose. Et puis peut-être qu'après avoir bouffé la glace, comme tu dis, bah ça va se décanter sur un autre truc. Donc c'est plutôt sain, c'est plutôt positif. Et justement, parce que dans certaines vidéos, on voit, voilà, comme tu dis, tu as un mental d'acier, tu fais face à toute épreuve, tu as été confronté aussi à la mort très jeune. Mais voilà, je sais quand même au fond de toi, même si on ne se connaît pas, toi et moi personnellement, mais j'ai pu le découvrir dans certaines de vidéos où il y avait cet aspect humain qui m'avait beaucoup plu et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Comment tu fais quand même pour gérer un peu ces critiques, sans parler de qui critique, mais est-ce qu'il y a des fois c'est plus dur que d'autres? C'est pour un petit peu envoyer un message aux entrepreneurs qui nous écoutent et savoir comment on doit gérer justement nos émotions. Bien sûr, tu vas me dire que chacun est différent, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments plus durs que d'autres et quoi qu'il arrive, ces moments-là après te servent pour aller mieux par la suite? Ah si, si, bien sûr, il y a des moments plus durs que d'autres. Tu sais, dans la classification des éléments durs de la vie et du fait que j'ai une vie intense, je trouve quand même que les éléments business sont les plus simples. Il y a des gens qui sont abattus, parce qu'ils ont perdu au business. Moi, je suis plutôt abattu, tu vois, quand mon frère, il a un enfant qui naît handicapé et qui meurt. Je trouve que ça laisse des duretés et des blessures dont tu te remets jamais. Je trouve que les gens sont complètement fous, de venir se gargariser de la dureté du business, en mettant ça au même plan que les duretés de la vie, la guerre, crise, les viols, je sais pas quoi. Les gens vivent tout autour de nous des choses atroces. Alors il y a pas d'échelle, de la violence, il y a pas d'échelle du malheur, mais malgré tout, il y a de la perspective et il y a de la self awareness, et c'est vrai que moi, tous les matins, je me lève, j'ai le droit de faire ce que je veux, je suis en liberté, je suis ruiné mais heureux, en fait, parce qu'à la fin de la journée, le bonheur, il doit pas dépendre de tes conditions matérielles, il doit dépendre de la liberté que tu as de pouvoir faire, le mieux tous les jours et tout ce que tu peux, et rien que ça, c'est déjà une chance incroyable. Combien de gens, naissent, dans des pays où ils ont jamais aucune perspective dans leur vie autre que souffrir? On est quand même, en Occident des privilégiés invraisemblables. On a un système qui fonctionne bien. Si tu prends le pire du pire du pire des hommes politiques français, il est meilleur que 99 du pire des pays les pires au monde. On est, on se rend pas compte de la fenêtre de possibilités. Les gens vraiment, vraiment malfaisants, ça existe. Le chaos, ça existe. Je veux dire, il y a qu'à voir ce qui s'est passé au Liban ou en Argentine, sur les 20 dernières années, ou au Brésil. Il y a des gens, qui sont capables de faire sombrer un pays entier à eux tout seuls. Là, on vit dans un monde où il y a un juge au Brésil qui a décidé d'interdire Twitter tout seul comme ça, et on a des idiots utiles qui viennent nous annoncer: «Oui, mais si c'est la loi brésilienne et tout ça». Mais non, mais nulle part au monde, une loi ne devrait avoir le droit d'interdire un réseau social à tout le monde. Donc bénissons les dieux d'être dans un pays où aucun juge n'a le droit de prendre cette décision, quoi. Hmm. Et luttons Ouais, contre le carrément. fait qu'on ait un président qui a le droit de mettre Pavel en prison, mais bon, c'est une autre affaire. C'est encore autre chose.
Ah, mais du coup, avoir de la gratitude, comme tu dis, sur ce qu'on a, plutôt que mettre justement tous nos petits problèmes, là je parle business, à la même échelle que les problèmes perso. Ouais, hyper profond, hyper puissant. Dernière question, du coup, qui touchera à la fin de l'épisode, et encore merci à toi d'avoir accepté d'échanger, de parler, de faire comme tu sais faire habituellement. Est-ce que tu as apprécié, est-ce que tu as passé un bon moment sur le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat? Ah, j'ai adoré, c'était super. En plus, pour le coup, sans vouloir te flatter gratuitement, les questions Vas-y, sont, je t'en prie. les questions sont différentes et l'ambiance est différente des podcasts habituels. Et merci de m'avoir donné la parole sur des sujets qui me touchent et qui me motivent à parler. Alors, on ne diffusera pas ton épisode, on va juste diffuser cette phrase de fin où tu me glorifies. Donc, je vais la mettre partout, sur YouTube, sur les réseaux. Voilà, on va faire beaucoup d'influence dessus, et voilà, uniquement pour dire qu'Oussama m'a un peu glorifié. Je plaisante, c'était un vrai plaisir. Moi, j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup les gens, donc j'essaie de m'intéresser aussi à eux, c'est important. Et merci pour ton partage sincère. Merci pour aussi nous avoir dit quel type de glace tu préférais. En tout cas, le café chocolat, si vous voulez séduire Oussama, vous savez comment faire. C'était très cool. Vraiment, merci à toi. Et puis, moi, je vous dis la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et si Oussama, tu veux nous dire quelques mots avant, n'hésite pas. Eh ben, merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.